Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Karine, merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir. On est extrêmement heureux d'accueillir Éric Vuillard ce soir pour parler de Tristesse de la Terre et aussi de Congo et de la bataille d'Occident. Donc on va commencer par Tristesse de la Terre, qui est un livre donc, qui est paru à la rentrée dernière, qu'on a énormément aimé. Je vais simplement en dire quelques mots avant qu'on écoute un extrait. Donc c'est un livre qui raconte la naissance du divertissement de masse international avec le Buffalo Bill Wild West Show et qui nous montre en même temps la face tragique de cette histoire, c'est-à-dire les massacres indiens et surtout le fait que dans ce spectacle, les Indiens étaient employés eux-mêmes comme acteurs pour jouer dans le Wild West Show, utilisés comme les tristes acteurs de leur propre histoire, une histoire qui était déformée. Et donc à l'image des Indiens qu'on va croiser dans ce livre, comme par exemple le chef Sioux Sitting Bull. On découvre en fait dans ce livre, et on est complètement ébahi, enfin moi je l'étais en tout cas, par les dimensions extrêmement spectaculaires du Wild West Show, donc qui a été le clou de l'exposition universelle de Chicago à la fin du 19e siècle. Et puis ça a été un spectacle international puisqu'il y a eu une tournée en Europe. Alors, à l'époque, aux États-Unis, le spectacle attirait plus de 40 000 spectateurs avec 2 représentations par jour. Et quand il y a eu la tournée en Europe, donc en 1905, il y a eu plus de 3 millions de personnes qui sont venues voir le spectacle à Paris. Donc, Tristesse de la Terre, c'est un livre qui raconte la destruction d'un monde, le monde des Indiens, et puis la tragédie du génocide des Indiens qui transformait en divertissement pour asseoir ce mythe de la fondation des États-Unis et de la conquête de l'Ouest. C'est un récit vraiment extrêmement poignant où cette histoire elle est racontée au travers de destins individuels. Alors il y a celui de l'indienne orpheline qui est rescapée du massacre de Wandini et dont on voit la photo sur la couverture du livre. Il y a celui de Buffalo Bill dont le portrait aussi, donc le créateur du Wild West Show, mais qui a dans ce livre dont le portrait dans ce livre est extrêmement poignant, très très loin de la figure mythique qu'on connaît en général du chasseur de bisons. Et là, Éric Vuillard donc, dépeint Buffalo Bill plutôt comme un homme en proie à une angoisse obscure qui n'est jamais repue malgré les succès qu'il a connus, qui est un homme vide, en écho au vide du spectacle, et qui finit lui-même sur les planches représentant le spectacle de sa propre vie, elle-même déformée. Voilà, c'est un très très beau livre, à la fois magnifique, amer. Quand on lit, on a l'impression d'être dessillé par rapport à cette histoire. Et c'est aussi une parabole de la fragilité du monde et de l'incertitude de l'histoire. Vraiment, très très beau livre, merci. Merci. Bonsoir et merci de m'accueillir. Je suis très content d'être ici. Je garde un petit peu mon manteau parce que j'ai fumé quelques cigarettes à l'extérieur et donc j'ai pour le moment encore un peu froid. Donc... je ne sais pas, je lirai peut-être un extrait plus tard, mais je ne vais pas doubler votre présentation, enfin dire 2 mots peut-être, oui, ça. C'est un livre qui est venu en fait d'un autre projet qui n'a pas abouti, enfin d'un autre livre que j'avais entrepris et qui s'est ensablé, qui était une histoire fragmentaire des États-Unis. Alors, en 2 mots, une histoire fragmentaire, j'essayais, compte tenu du fait que les États-Unis, en fait, était toujours dans le temps de la conquête et constituait à l'Est déjà un État moderne, c'est-à-dire avec des villes qui ressemblent aux nôtres. En somme, Edison avait éclairé New York, on en était presque encore aux guerres indiennes. On avait 2 mondes et donc c'était, je trouvais intéressant de mettre en regard des épisodes concomitants mais extrêmement différents qui présentaient donc, qui auraient pu faire un tableau des États-Unis, bon, qui n'a pas abouti. Donc en lisant des tas de choses et en écrivant, j'ai donc croisé Buffalo Bill à de nombreuses reprises et à des lieux et dans des situations que je ne m'imaginais pas. Et surtout, petit à petit, j'avais le sentiment que beaucoup de gens sur lesquels je me renseignais, notamment donc des personnes de la frontière, aussi bien des chefs indiens que des généraux américains, que des rangers, des éclaireurs ou des brigands de l'Ouest, avaient non seulement croisé Buffalo Bill, mais avaient travaillé pour ce Wild West Show. Si bien que quelque chose a cristallisé là et qui est à l'origine... Enfin, qui est l'une des origines du livre. Bon, évidemment, on reconstruit toujours un peu a posteriori ces choses, mais c'est ainsi. Donc il faut s'en tenir à ce discours rationnel qu'on élabore après.
Et puis autre chose qui est à l'origine du livre, c'est une photographie. Alors, ça n'est pas en fait la photographie de couverture. Il y a une ambiguïté, évidemment, je savais qu'elle aurait lieu, enfin qu'il y aurait des malentendus. En fait, cette photographie n'est pas dans le livre. La photographie qui est en couverture, que j'ai choisie en couverture, c'est une photographie justement d'un genre assez différent. C'est une indienne qui porte le même prénom, donc en plus, et qui a participé au Wild West Show, mais qui est photographiée par une femme qui a été une des plus grandes et premières photographes américaines et qui justement photographie les Indiens davantage comme des sujets, pas comme Curtis qui les photographie comme des objets d'anthropologie d'une certaine façon, mais c'est déjà mieux que le Wild West Show qui les photographie pour en faire des objets de commerce, mais qui elle les photographie de la même manière qu'elle va photographier un ouvrier ou une grande bourgeoise qui fait des portraits. On voit d'ailleurs qu'il y a une forme de sensualité particulière sur cette photo et qu'on n'est pas dans la photo faciale, disons, classique à l'afrobénus de l'indigène. Et donc la photo n'est pas dans le livre parce que, peut-être comme dans Congo où j'évoque une photo, bon, il n'y a pas de photo dans Congo d'ailleurs, mais j'évoque notamment une photo de 2 jeunes Congolais mutilés. Ce sont des photos, enfin j'aime assez qu'elles restent en quelque sorte secrètes, qu'elles soient évoquées dans le livre et que, d'ailleurs certaines on les connaît, elles sont célèbres, donc on peut en avoir une image qui vient hanter peut-être la lecture ou alors aller les chercher après. C'est comme des photos au creux caché du livre, voilà, par des nécessités parfois de pudeur pour la photo de Congo, puisque c'est une photo que je trouvais trop dure pour la montrer, enfin ça aurait été un peu racoleur même. Et cette photo aussi, pour d'autres raisons, c'est que d'abord c'est une photo qui a une définition extrêmement mauvaise, et puis c'est une photo aussi très dure à sa façon et dont je donne, enfin, disons d'abord elle a servi d'origine au livre et ensuite j'en donne une forme d'interprétation et en fait là j'aime assez qu'on aille la vérifier ailleurs, donc tiens, allons voir et ensuite la confronter, voilà, et qu'elle soit pas là. De surcroît, bon, sur la plupart des photos que j'ai utilisées, ce sont des photos produites par le Wild West Show lui-même en fait. Ce sont des photographies de merchandising au sens le plus fort, avec des mises en scène. Bon, je sais pas. Voilà, c'est un peu difficile de les voir de loin, puisque évidemment elles sont petites. Mais bon, on s'en rend tout de même compte, je crois, un peu comme ça. C'est-à-dire là, il y a quelques Indiens qui posent sur des bottes de paille, avec derrière une toile peinte représentant l'Ouest sauvage, et puis quelque part un vague rocher en carton-pâte. Voilà. Et au-dessus d'eux, donc, un blanc avec une sorte de poncho un peu étrange. Donc ce sont des photos qui étaient vendues après les spectacles. Les Indiens soit signaient, soit faisaient un petit quelque chose dessus, et le Wild West Show les cédait, ainsi que des babioles que les Indiens fabriquaient, ce qu'on appelle aujourd'hui les catch dreams, enfin ce genre de choses, un tomahawk, une plume, enfin voilà. Et ce qui m'intéressait beaucoup enfin, avec ces photos, enfin hormis le fait que certaines m'ont servi à écrire, qu'elles ont été le support un peu de l'écriture et qu'elles se glissent dedans, c'est que ce que vous disiez, tout à fait juste, donc je ne reviendrai pas dessus, du Wild West Show, c'était un appareil idéologique extrêmement puissant en fait, qui a construit la fable américaine. Et donc là, ce sont des mises en scène finalement très puissantes, avec, pour l'époque, donc avec ces toiles peintes, ces hommes déguisés en indiens, puisque évidemment les Indiens ne passaient pas leur temps dans ces tenues-là. Donc on leur mettait bien une arme à la main, etc. etc. Et en dépit de la puissance de mise en scène, le simple visage de ces Indiens et leur simple regard suffit, je trouve, à faire défaillir un peu cette machine. Donc les photos sont là aussi à ce titre, parce que je pense que la photo a une force que le cinéma n'a pas, enfin le cinéma a d'autres choses, mais l'image en mouvement nous captive sans cesse, c'est-à-dire que même si le mouvement est très petit, même si on regarde quelqu'un en train de boire le thé, en somme, il n'y a pas de temps d'arrêt, donc on le suit dans le mouvement qui est le sien. La photographie brise la ligne du temps. Et cette brisure, il y a de très beaux passages là-dedans dans la chambre claire de Barthes. Il le dit d'une autre façon, il dit, je trouve cette chose très vraie, enfin, c'est un lointain souvenir, enfin lointain, pas si lointain, mais c'est un souvenir tout de même. Il dit que le temps de la pose, donc celui du portrait, nous place à tout jamais dans une sorte à la fois de résignation et de contestation impossible, muette en tout cas.
Et je crois qu'on connaît tous ça quand on prend des photographies de nous. On est attiré par elles et en même temps gêné, déçu. La ligne du temps a été brisée. Et il y a quelque chose qui est, comment dire, où nous nous trahissons un petit peu. Et puis en même temps, on s'abandonne aussi. Enfin, et ça n'est jamais nous. On est toujours, c'est pas moi. Et c'est justement à ce titre que c'est nous. Justement, c'est nous comme le cinéma ne peut pas le montrer. C'est nous à un moment donné et même ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin là le nom m'échappe d'ailleurs, mais s'y prendre en rafale les photographies. Donc là, quelques quarts de seconde, donc on prend 4 fois le même visage et ça n'est pas le même. Le regard n'est pas le même. À chaque fois, le mystère ou cette fracture est différente. Et je crois que c'est cette fracture-là, cette rupture de la ligne du temps qui fait que ces photographies, justement, ces mises en scène défaillent. Que le simple regard dit quelque chose fatalement de, disons, de l'aliénation dans laquelle il est, soit il la conteste, soit il y a des formes de tristesse dans certains visages, soit de colère. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles elles sont là. Sur ça, si je peux me permettre juste une remarque, c'est assez proche cette démarche de celle qu'avait Pierre Bergogneau dans B17G, en fait, enfin, où il extrayait en fait une des images d'un film de ciné-mitrailleuse, c'est-à-dire celle que porte un chasseur allemand en mode automatique justement qui abat une forteresse volante, et il extrait une des images qu'il ne montre pas, et il construit en fait autour 70 pages pour inventer l'histoire de cette forteresse volante. Alors dans mon souvenir, il y a une image à la fin, non de... À la fin, il en montre une, mais c'est pas celle. Ah, c'est pas celle-ci, d'accord. Voilà, c'est un souvenir. Oui. Il y a vraiment effectivement de ne pas montrer en fait l'objet dont on parle en réalité, qui est assez fascinant, je trouve. Oui, parce que enfin, c'est toujours des équilibres, comment dire, il n'y a rien de concerté, c'est-à-dire je ne me dis pas au départ, je montrerai ceci ou cela, c'est en cours de route que d'abord des photos génèrent l'écriture, donnent envie d'écrire. Par exemple, cette photo de Zinka Lanuni donc, que vous évoquez et qui n'est pas dans le livre, était une photo... Alors, en fait, c'est une photo qui, tout d'abord, par la tristesse qui est la sienne, puisqu'elle meurt très peu de temps après, elle a une trentaine d'années, elle a été très abîmée par la vie, puisqu'en somme, son existence qui est racontée comme ça brièvement dans le livre, et qu'elle a été retrouvée après le massacre de Wounded Knee, nourrisson sous sa mère morte gelée. Et à ce moment-là, une négociation s'est entamée entre Buffalo Bill, John Burke, qui l'ont acheté, pour des raisons que nous ignorons, mais qui sont très vraisemblablement qu'il avait eu l'idée de la faire participer à un spectacle qui aurait été la petite indienne survivante de Wounded Knee, sauf que s'occuper d'un nourrisson pendant plusieurs années avant de pouvoir la produire sur scène, je pense que quelques jours après, ils se sont dit que c'était un fardeau, et donc ils l'ont cédé à quelqu'un d'autre, le général Colby, dont la photo est dans le livre, avec elle dans les bras, et qui s'en est servi, lui, pour négocier auprès des tribus indiennes des contrats, etc. Et en fait, qu'il a abandonné, enfin, elle a eu une vie pleine d'événements malheureux. On l'a même soupçonné, à mon avis, c'est pas faux, enfin, les faits semblent donner raison à ça, d'avoir violé même sa fille un peu plus tard, l'enfant est mort, enfin bon, c'est une vie absolument atroce, et elle s'est prostituée ensuite, et elle a toute sa vie eu envie de retourner vivre chez les Indiens, sauf que elle ne parlait pas la langue indienne, elle fumait des cigarettes, elle buvait de l'alcool, elle parlait beaucoup, elle ne pouvait plus du tout s'intégrer au monde, à ce monde-là, enfin aux réserves qu'elle avait quittées nourrisson. Si bien que cette photographie, en fait, c'est ça qu'il y a c'est une des choses qui m'intéresse, et pas seulement dans la photographie, c'est que, au fond, ce sont des livres qui sont faits avec des documents qui sont à la disposition de tous. C'est-à-dire, nous sommes à une époque où il me semble que le savoir, c'était tout à coup, depuis, disons, les années 80, lentement à glisser, et s'est mis en face de nous comme une figure imposante. La figure de l'expert en est une, et le nom de cette chose qui nous dit « vous n'en savez pas suffisamment pour vous faire une opinion. Il faudra en savoir beaucoup plus », et donc on diffère toujours le point de décision. Or, dans l'existence, nous sommes sans cesse placés devant la nécessité urgente de décider, de savoir si... bonsoir. Si on reste à tel ou tel endroit, si on fait ceci plutôt que cela, et nous décidons tous en fonction d'un certain nombre de choses que nous savons et d'autres que nous ignorons. Et la science doit faire de même, elle fait sans cesse de même. En réalité, il y a toujours une suspension de l'exactitude. Il n'y a pas longtemps, on a envoyé une sonde là sur on a bien vu qu'il y avait quand même quelques flottements. Bon.
On sait très bien que la théorie quantique ne s'accorde pas tout à fait avec la relativité, tout ça flotte dans une... Bon. Et donc quand on fabrique un objet, quand on construit une réflexion, on suspend toujours l'exactitude à un certain point. Alors c'est sûr que quand il s'agit de savoir si on va s'acheter des clopes maintenant plutôt que tout à l'heure, bon, le nombre de connaissances à avoir et le risque n'est pas très grand. Quand il s'agit d'envoyer une sonde, c'est autre chose, et de fonder une opinion politique aussi. Sauf que comme nous sommes censés être en démocratie, il s'agit pour nous tout de même de former des opinions qui nous permettent au moins de mettre un bulletin dans l'urne ou de gueuler. Et on est en train de nous dire depuis un certain temps qu'en somme, pour connaître et fonder une opinion un peu sérieuse sur, disons, les problèmes du chômage, ce genre de choses, il faudrait un savoir dont aucun de nous dispose, et même aucun scientifique. Il faudrait des collèges de scientifiques. Enfin, c'est toujours plus compliqué. Et donc, le savoir est mis en face de nous comme une chose... on a un rapport structurel, en fait, au savoir d'intimidation. Or, la photographie... Enfin, donc, une des choses qui m'intéresse, c'est de travailler à partir de documents, du coup, auxquels, finalement, tout le monde a accès. Des photographies que tout le monde peut connaître, qui sont dans les livres d'histoire, qui ne sont pas je ne fais pas d'exploration particulière pour trouver une photo rare, etc. Ce sont des photos qu'on peut trouver dans le Larousse universel, quand on était gamin, dans le petit Larousse, on les trouvait, pendant qu'on rêvassait à l'école, on feuilletait nos livres d'histoire ou de littérature, et puis on était fascinés tous par ces photographies, qui font, comme dirait Barthes, un peu une sorte d'album de famille, au fond. Et avec cette photo, j'ai une expérience assez particulière, enfin, qui dit, je trouve, quelque chose et sur ça et sur l'écriture. C'est que cette photo me touchait beaucoup parce que ce visage extrêmement triste, la vie que je lui connaissais, évidemment, j'y transférais des choses. Bon. Et puis, en dépit de ça, je n'arrivais pas à écrire le passage que vous avez finalement lu sur elle pendant longtemps. Donc, elle n'était pas absente du livre, il y avait juste son histoire jeune, nourrisson, puis après, rien. J'arrivais pas où le pathos me gagnait, enfin, ça ne prenait pas, j'étais mécontent de ce que j'écrivais. Et puis, tout à coup, je me suis dit, à la fin du livre, je vais tout de même m'y remettre et essayer d'écrire un passage sur sa vie et sur cette photographie qui avait été génératrice. Donc c'était un peu curieux de la laisser de côté, de ne pas en parler finalement. Et donc je me suis lancé, puisque si on écrit, c'est parce qu'on pense que l'écriture va dénouer des choses que la simple pensée ne dénouerait pas. Si je m'étais assis à un café à réfléchir... la main, par exemple, tenant mon menton avec la paume, j'y serais sans doute pas arrivé. Je crois que l'écriture, comme la lecture, sont des types de pensées particulières. Il me semble je fais des digressions, mais j'y reviens, on nous raconte que la lecture, surtout aujourd'hui, dans un rapport un peu critique aux jeunes qui ne sauraient plus lire, plus se concentrer à cause des écrans, etc., on nous fait croire, en somme, que lire est une activité linéaire, concentrée. C'est faux. On n'a jamais lu comme ça. On lit distrait, sans cesse. Un des intérêts même de la lecture, c'est cette activité mentale qui consiste en s'appuyant et en traversant le langage et la pensée d'un autre, à digresser sans cesse. Je pense que je défie quiconque d'être concentré plus de 20 secondes en lisant. On a tout de suite une autre image qui vient s'associer, une couleur, quelque chose, on lève la tête, tiens, voilà, il se passe, quelqu'un passe, etc., un bruit. Et tout ça fabrique de la pensée, c'est-à-dire nous créons des associations qui ne sont pas libres, comme on croyait jadis, mais qui sont nécessaires d'une certaine façon. Alors, il y en a qu'on rejette et d'autres que l'on garde. Et écrire, c'est une autre activité, mais du même ordre. Enfin, en tout cas, c'est une activité de pensée en propre. Le fait de s'élancer dans l'écriture, d'accorder plus que, par exemple, disons, un spécialiste d'importance aux mots, au mouvement même des mots, fait que les mots nous font faire des associations. On a beau faire, mettons, un plan très, très strict, se dire, ben, tiens, voilà, je raconte cette scène... avec cette jeune indienne, voilà sa vie, je vais suivre à peu près ce plan-là. Il se trouve qu'un mot en entraîne un autre et qu'on digresse aussi, qu'on crée des associations qui n'étaient pas prévues. Et puis même le ton, la tonalité affective change en cours d'écriture. Et en fait, nous dénouons et nouons des choses et nous comprenons en écrivant des choses que nous n'aurions pas compris simplement en y réfléchissant. Et là, donc, en écrivant de nouveau sur cette photographie, j'ai voulu écrire une sorte de longue laisse où... Je désirais, par un mouvement un peu comme ça masochiste, évacuer toutes les idées dont j'avais cru pendant longtemps et qui m'avaient peut-être bloqué, du coup, quelles étaient les raisons pour lesquelles cette photo me touchait. Donc je disais quelque chose comme si cette photographie me touche, ça n'est peut-être pas au fond à cause du pli amer de sa bouche et ça n'est peut-être pas à cause de ce regard, etc. Et tout à coup, en fin de phrase, me retrouvant un peu au bord du vide, j'écris « c'est parce qu'elle n'est plus indienne ».
Et en regardant la photo, je me suis dit, mais bon, bonsoir, je connais cette photo depuis des années, et ce qui m'avait sans doute touché, mais que je n'avais pas vu, ou que j'avais vu sans le voir, c'est qu'elle se tient la main sur la hanche, sur la photographie, qu'elle est habillée en indienne de pacotille, elle est girl de rodéo pour le Wild West Show, elle ignore qu'elle a été négociée, comme je vous l'ai raconté, par Buffalo Bill et John Burke. Elle recroise Buffalo Bill à la fin de sa vie pour travailler simplement à faire une sorte de parade de majorette pour le Wild West Show. Et là, on lui demande de se tenir droit. Et elle, son réflexe en tant que femme occidentale, évidemment et plus indienne, puisqu'elle n'a vécu que parmi les occidentaux, consiste à se tenir la main sur la hanche et pas du tout dans une position d'indienne. Et comme je vous l'ai dit, c'est le drame de sa vie, puisqu'elle a cherché à retourner, évidemment, trouver les restes de sa mère, renouer avec les Indiens Lakota, et elle n'y est pas parvenue. Donc la photo aussi, ou d'autres pièces à conviction, ont cette force que il y a comme un flottement, il y a des choses qu'on y a vues sans les voir, et il y a un exemple extérieur qui me paraît parlant d'un livre de Cercas qui est L'anatomie d'un instant, où il raconte dans ce livre, donc il parle du coup d'État de 80 en Espagne au Parlement, il raconte que tous les Espagnols étaient certains d'avoir vu ça en direct à la télévision. Et puis, il a fait quelques toutes petites recherches pour s'apercevoir qu'en réalité, c'était passé en différé. Et que donc tout un peuple à la fois avait vu et pas vu. Quelque chose avait été oblitéré dans le souvenir. Et de surcroît, ce qui est très intéressant, je trouve, au début de ce livre, c'est qu'il dit « J'ai fait beaucoup de recherches pour écrire... Oui, qui est un livre très réussi, et où il dit donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai voulu écrire un roman là-dessus, et en réalité il dit j'y suis pas arrivé, le roman s'est ensablé. Bon, il raconte ça au début du livre, et ensuite il dit mais tout à coup je me suis dit je regarde le film, et il a re-regardé le film, et il dit quelque chose comme tout est dans le film. Et donc il explique comment tel ou tel ne se couche pas sous les coups de feu, etc. Et il reconstruit l'histoire de l'Espagne à partir du film lui-même, et non plus comme il avait le projet au départ, à partir de quelque chose d'extérieur. Donc voilà, ça aussi, ça me touche et ça m'intéresse, et c'est lié à l'écriture, c'est-à-dire que voit-on tous sans le voir, et en insistant, comment peut-on justement finalement le voir? Comment ça peut nous brûler au bout d'un moment? Je pense que ce serait bien qu'on entende un extrait. Alors je ne sais pas lequel, vous en avez peut-être, vous avez une suggestion? Je pensais éventuellement Buffalo Bill, portrait de Buffalo Bill. Ah d'accord. Je pensais. D'accord. Ah bah très bien, je vais lire jusqu'à la page 40. Mais qui était donc Buffalo Bill, créateur et présentateur vedette du Wild West Show? On dit qu'il avait une carrure de bûcheron et des mains d'artiste, des mains très délicates, presque trop fines, ce qui dénote, comme nous l'enseignent les sciences mystérieuses, une prédisposition à la folie. Et toute sa vie, en effet, Buffalo Bill Cody connaîtra des moments de profond découragement, des déprimes sévères. Il avait beau avoir empoché des dollars à l'appel, des salves d'applaudissements. Aussitôt le rideau tombé, il se retrouvait seul. Et à peine était-il démaquillé dans sa vieille grotte de saltimbanque qu'il éprouvait une horrible angoisse. Devant le miroir, tandis qu'il se peigne mécaniquement après avoir retiré son Stetson pour la 1000e fois, il lui arrive d'éprouver un pincement affreux dans la poitrine, comme s'il était tout entier fait de vide. À cette époque, le corps de Buffalo Bill est déjà un pur produit de marketing, une sorte de simulacre. On ne sait plus qui se cache derrière cette débauche de publicité. Quant à ce que pouvait penser l'entrepreneur de spectacle, la superstar qu'il était devenu, c'est encore plus difficile à savoir. Il n'est pourtant pas de ceux qui n'ont pas laissé de traces, mais l'excès est une autre épreuve que le manque, et si l'archéologie est la science des vestiges, il n'existe pas encore de recherche sur ce qu'on a trop vu. Le plus étrange en cette affaire, c'est ce qu'elle a de plus banal. Buffalo Bill jouait et rejouait sans cesse, selon les mêmes codes, avec le même entrain, les mêmes scènes insignifiantes. Le succès est un vertige. La répétition doit avoir je ne sais quelle vertu rassurante, je ne sais quelle puissance d'hypnose ou de vérité. Héros d'innombrables fanzines, dont il ignora au départ l'existence, sa vie fut façonnée par d'autres. Il n'a décidé ni de son nom, ni de son histoire. Vers 1867, alors qu'il bossait pour le chemin de fer, les employés lui donnèrent ce surnom, Buffalo Bill. Puis, il raconta ses aventures par hasard entre deux coups de gnôle à Ned Buntline, qui en fit un roman bon marché.
et ce récit d'arsouilles, boniments, carottes, tissus d'escobarderie destinés à se faire payer encore un verre, était devenu le thème d'un feuilleton. Et d'épisode en épisode, le personnage de Buffalo Bill, mélange des fanfaronnades d'une nuit et des multiples rallonges, suffixes et incréments, ajoutés au fil des pages par Buntline, avait obtenu une sorte de notoriété. Plus tard, Buffalo Bill apprendra qu'un acteur, Jason Ward, tient son rôle sur les planches et que son personnage est devenu célèbre. Il n'a donc décidé de rien. Sa vie lui échappe. La grande puissance contrefactrice l'aspire à elle, le duplique, le corrige. Enfin, on l'encourage à jouer son rôle lui-même. C'est ainsi qu'il monte sur scène, vêtu de costumes de fantaisie, afin de se conformer à son personnage. Il s'imite. Il deviendra lentement celui qu'il joue. Sa vie sera la parodie de sa vie, en quelque sorte, une autre vie fabriquée, promise à d'autres. L'illusion était d'ailleurs si puissante, le public si conquis, qu'il paraît que les acteurs du show, qui n'avaient pourtant jamais mis les pieds dans l'Ouest et n'avaient jamais tiré que des balles à blanc, finirent par croire aux boniments qu'il comptait, aux aventures qu'il mimait. Ainsi, on raconte que Buffalo Bill, ayant joué des dizaines et des dizaines de fois une mise en scène de la bataille de Little Big Horn, croyait vraiment, à la fin de sa vie, y avoir participé. Pour les besoins du spectacle, on avait même été jusqu'à en modifier le dénouement, le public préférant un happy end. C'est ainsi qu'après des années passées à interpréter avec succès cette version revue de la grande histoire, Buffalo Bill était persuadé d'avoir sauvé Custer. Une des choses qui est frappante, c'est que ce qu'il y a dans vos livres, alors dans celui-là et aussi dans Congo, ça raconte ces ambitions humaines qui deviennent particulièrement monstrueuses quand elles sont planétaires, que ce soit le divertissement ici ou la colonisation du Congo. Et ça, en même temps, c'est un sujet d'une grande actualité, mais vous le racontez en parlant d'épisodes qui se situent au tournant du 19e siècle, enfin au tournant du 20e siècle. Pourquoi vous choisissez justement de vous situer, de raconter cette période-là, plutôt que l'époque contemporaine? Alors, au départ, je n'ai pas de parti pris sur cette période, ça s'est imposé. Il y a des, comment dire, il y a d'abord des livres qui prennent et d'autres qui prennent pas. On ne sait pas pourquoi, au départ en tout cas. J'ai essayé d'écrire des choses sur des périodes plus contemporaines et plus proches, et pour l'instant ce sont des livres qui n'ont pas abouti. Donc du coup je me suis interrogé, évidemment, je me suis demandé pour quelles raisons. Et j'ai trouvé deux ordres de raisons. Une première que j'ai trouvée dans Dublin, donc qui est l'auteur notamment d'un très grand roman qui s'appelle Berlin Alexanderplatz, et qui a écrit, ça a été publié récemment, de très beaux articles. Je crois que le titre c'est Larne, je sais pas quoi, il agit, ou quelque chose comme ça. Larne, j'ai oublié la totalité du titre. C'est un recueil en fait d'articles de Dublin dans la presse parus sur la littérature. Et dans ces articles, en fait, Dublin est parti en exil, donc une fois que les nazis sont arrivés au pouvoir, et donc en exil, il a écrit principalement des romans historiques. Il a écrit notamment deux grands romans, un roman qui s'appelle Novembre 18, une révolution allemande, et un autre, Wallenstein. Et donc il s'interroge sur mais pourquoi, et il a cette réflexion, il dit au fond, comme je suis en exil, je ne vis plus dans le monde qui est le mien, je ne peux donc pas le décrire, je ne peux pas le raconter, j'en suis privé d'une certaine façon. Et ensuite il dit, au fond, le passé est un répertoire de parallèles, de solutions peut-être, d'exemples même, pourquoi pas, ou de contre-exemples au contraire, enfin voilà, ce qui est très bien traduit d'ailleurs, ce roman. Les introductions sont, enfin des deux romans sont remarquables par le traducteur. Et donc je me suis dit au fond, est-ce que nous ne serions pas d'une certaine façon en exil? Et je crois que nous le sommes. Nous le sommes parce que nous sommes dans une période d'abord incertaine. La grande période d'excitation politique des années 70 est passée, et puis après, bon, il y a une sorte de traversée du désert, pour plagier quelqu'un. On se trouve dans une situation en plus très incertaine. À certaines périodes de l'histoire, on pouvait craindre des choses qui allaient arriver de manière ferme. C'est-à-dire pendant la montée du fascisme, on se disait, bah, tiens, voilà l'ennemi, la guerre arrive, il fallait choisir son camp. Aujourd'hui, toute structure idéologique s'est effondrée, le marxisme n'est plus une contre-référence, ou en tout cas de manière fragmentaire, problématique, il a été extrêmement dénigré, en plus c'est le moins qu'on puisse dire, donc on se retrouve et de surcroît, rien ne se présente à l'horizon de façon claire. Si bien qu'il me semble que et puis il y a un autre élément en plus, je crois, pour les écrivains eux-mêmes, c'est que
le rapport à leur temps a changé. C'est-à-dire là où dans les années 70, l'écrivain avait, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, la parole davantage. Aujourd'hui, il n'a plus, il a une parole, disons, promotionnelle ou commerciale dans le meilleur des cas. Le reste du temps, bon, je dirais que la dernière figure a été celle de Sartre, Foucault, quelques intellectuels, puis ça c'est éteint. Bon. Et je ne crois pas qu'on les ait privés pour rien de cette parole, puisque justement le propre de l'écrivain, c'est de ne pas être un expert. C'est de pouvoir parler comme tout le monde, surtout avec des opinions qui peuvent être variées et en débattre comme tout le monde. C'est une sorte de figure, je pense, adossée à la figure du citoyen, d'une certaine manière. Et cette figure s'est diluée, elle aussi. Du coup, il me semble que ça n'est pas un hasard si beaucoup d'écrivains vont puiser dans le passé quelque chose. On n'a pas encore pris, il me semble, la mesure du phénomène, qui a une bonne vingtaine d'années, au moins vous évoquiez Bergogneau tout à l'heure, il n'est pas le seul, on pourrait trouver de nombreux écrivains, surtout français, mais pas seulement, des Allemands aussi. En tout cas, disons, dans la vieille démocratie qui est la France, c'est un réflexe très manifeste, qui a au moins 20 ou 30 ans presque. Et je crois qu'on fait la même chose que ce que Doblin raconte, c'est-à-dire on va puiser, on fait un gigantesque flashback pour essayer peut-être de comprendre ce qui s'est passé, trouver des causes, des solutions, des parallèles. Donc voilà. Alors chaque livre, du coup, s'impose de manière oblique dans un rapport à notre temps. Celui-ci avec le spectacle, évidemment, on pense à notre temps, enfin ça fait écho de différentes façons. Celui sur le Congo, puisqu'en somme, le Congo de Léopold était une société par action, qu'il avait lui-même conçu tout un réseau de sociétés écrans pour pouvoir posséder davantage de Congo encore qu'il n'avait le droit d'en posséder, en dépit d'accords qui lui étaient déjà très favorables. Ça nous rappelle évidemment tout un tas de choses qui se produisent encore sous nos yeux. Quant à la Première Guerre mondiale, on se dit qu'elle est très loin. Au fond, c'est pas très sûr. On avait une Europe dans laquelle, d'abord, le degré de concentration des fortunes, on le sait, est aujourd'hui égal. On est revenu à peu près à la même structure économique de ce point de vue, avec évidemment des rapports très différents. Et puis, il y a aussi cette incertitude dont je parlais, c'est-à-dire 14, la guerre n'était pas prévisible. Des choses se produisaient, inquiétantes, mais on était dans l'incertain. Et puis également, il y avait un réseau diplomatique très dense, très savant en fait, à travers l'Europe, qui avait assuré tout un tas d'alliances pour la paix. Or, au contraire, ces institutions qui étaient faites pour garantir la paix se sont emballées et, comme une sorte de jeu de massacre, ont entraîné tous les pays dans la guerre brutalement. Or, nous vivons dans un moment où on voit bien que les citoyens sont dans un rapport avec les institutions, disons, européennes, au moins un peu dubitatif. Et qu'effectivement, elles sont là, c'est ce qu'on nous dit, pour garantir la paix. Sauf que la paix sociale commence à être un petit peu fragile, il me semble. Du coup, voilà, chacun de ces livres, et puis d'autres, évidemment, d'autres auteurs, je pense, font écho à créent entre le passé et le présent des rapports problématiques, obliques, fragiles parfois, mais qui, peut-être, sont nécessaires. C'est une chose, effectivement, qu'on voit bien dans le Congo, les dynasties qui sont toujours existantes aujourd'hui. Donc je voulais en dire quelques mots parce que c'est aussi un très beau livre donc, qui est paru en 2012, donc, qui raconte le partage de l'Afrique par les nations européennes donc à la fin du 19e siècle avec la conférence de Berlin qui a démarré en novembre 1884 à l'initiative de Bismarck et où les représentants, je crois, de 14 nations européennes se sont réunis et vont dépecer littéralement le continent africain, et où le Congo va devenir la propriété privée, personnelle, du roi Léopold II de Belgique. Alors c'est un livre dans lequel on passe du grotesque, de la farce, à l'effroi total. On a le décor au début du palais de Radziwiłł à Berlin où se déroule la négociation, les marchandages. On peut parler de marchandage. Avec le stuc, les petites monstruosités de plate, tous les détails dégoulinants de la décoration du palais. Et puis des marchandages de représentants pathétiques de ces pays qui se retrouvent parce que, vous parlez d'ennui, parce qu'ils s'ennuient tellement. Et là, évidemment, il y a les chaudrons de Courcelles, par exemple, donc ces membres de dynastie dont on retrouve les représentants dans les allées du pouvoir toujours aujourd'hui. Et alors, ces marchandages-là, et ces hommes qui sont assis sur leur cul de singe, ça serait presque comique si en fait cette ambition démesurée ne débouchait pas sur ce qu'on découvre ensuite dans le livre, qui est les atrocités absolument hallucinantes de la colonisation, donc avec les personnages de Charles Le Maire et Léon Fievez, donc qui sont les sous-traitants en fait du pillage, les exécuteurs des bases œuvres de Léopold II au Congo. Et là, on tombe dans l'horreur, vraiment le cœur des ténèbres dans le livre. Tout ça pour l'accaparement des richesses de l'ivoire et du caoutchouc en Afrique. Voilà, c'est un livre qui
en partant de cette avidité qui est masquée sous une mission civilisatrice, en fait, vous retirez ce masque. C'est une sorte de, puisqu'on évoquait la période contemporaine, c'est une sorte de G8 en fait, un petit peu. Enfin, ça peut nous rappeler ça en tout cas, puisqu'on s'est habitué. Je me souviens une fois dans une émission, c'était assez beau ce qu'avait fait, je ne sais plus qui c'était, qui était là, et puis il y avait des spécialistes de ces grandes organisations que sont les G20, les G8, à géométrie variable, et il y avait des experts qui travaillaient là-dessus, qui étaient des politologues, etc., et qui expliquaient à quoi ces choses servaient. Et puis un intervenant dit, mais c'est tout de même curieux, il existe des institutions internationales un petit peu plus démocratiques pour prendre des décisions. Et l'autre lui dit, mais enfin, vous pensez qu'on peut prendre des décisions à 180? Et à ce moment-là, l'autre lui répond, vous pensez donc qu'au Parlement, on ne peut pas en prendre? Et là, il y a quand même une gêne. Donc, il y a un prurite antidémocratique, au fond, assez commun, assez marqué. Effectivement, cette réunion peut nous rappeler d'autres réunions auxquelles on assiste régulièrement aujourd'hui. Alors, une des choses qui est très très frappante dans le livre, justement, c'est ce contraste entre la gentillesse, l'élégance, la philanthropie de ces gens qui viennent négocier à la conférence, voilà, et qui sont... voilà, c'est ça que leur permet l'argent et le pouvoir. Et en contrepoint de ça, il y a leurs exécutants qui, eux, ont les mains pleines de sang. Ça donne un mélange vraiment très marquant de farce et de tragédie. Je voulais savoir si c'était une volonté au départ ou si c'est venu avec l'écriture, ce contraste. C'est venu en fait quand même avec l'écriture, mais j'avais plusieurs idées en tête. Au moins deux, une qui était en rapport avec Conrad en fait, et une autre en rapport avec, comment dire, une trajectoire au long cours à la fois de la littérature et de l'histoire au XXe siècle. C'est-à-dire que on a eu au début du XXe, et je crois que c'est essentiellement lié à la guerre de 14 d'ailleurs, d'abord la naissance, l'apparition d'une école historique qui prend le nom d'Annales, mais qui a eu finalement d'autres représentants aussi, qui est donc l'école des Annales, une école qui tout à coup dit on va en finir avec l'histoire diplomatique, c'est-à-dire l'histoire des grands hommes, et on va se pencher sur disons, la douleur du peuple. Alors il ne le disait pas dans ces termes, mais c'était une histoire sociale et économique au long cours, et non plus l'histoire des décideurs. Alors, en littérature, je crois qu'on a eu la même chose liée à la guerre de 14, là beaucoup plus profondément, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec la guerre et le grand nombre qui est englouti par la guerre, on ne peut plus raconter une histoire héroïque de von Kluck ou du maréchal Pétain. C'est fini, il y a eu trop de morts. Donc on a l'apparition d'ailleurs de ces monuments aux morts, il y en avait déjà eu quelques-uns avec la guerre de 70, mais là ceux-ci sont vraiment d'abord dans toutes les villes, et ils ont ceci de très particulier qu'on a en général d'abord le nom de famille puis le prénom, comme dans un document administratif. Tout le monde est à la même enseigne. D'une certaine façon, ce qui est terrible, c'est que seul ce grand massacre a permis d'imprimer dans la pierre une forme d'égalité qu'on ne voit jamais. On la voit d'ailleurs dans les cimetières militaires, qui sont les seuls, je crois, lieux au monde où l'égalité humaine est visible concrètement. Voilà. Ce qui est à la fois terrible et notable, et qui a eu des conséquences sur la littérature, je crois, extrêmement importantes, puisque là, les gens qui vont écrire sur la guerre sont des troufions, en fait. C'est la première fois que des troufions racontent la guerre en masse, c'est-à-dire, je veux dire, une masse de troufions la raconte, et beaucoup de grands auteurs, donc, parmi eux. Je crois que ça change, du coup, le rapport aux événements, mais ça crée un problème. C'est que du coup, alors évidemment, ces gens racontent ce qu'ils ont connu. Tolstoï, lui, nous racontait ce qu'il avait connu, c'est-à-dire la vie d'un officier russe dans Guerre et paix. Là, tout à coup, on nous raconte non plus le lieu où les décideurs, comme dans Tolstoï, d'une façon finalement assez cavalière, s'occupaient davantage ou de leurs histoires d'amour ou d'autres choses, bon, à part le grand général, aussi habile à reculer et à faire poireauter Napoléon, mais pour le reste, on voit bien que tout ça est un grenouillage, il nous le montrait, mais finalement, les souffrances de la masse, nous ne les avions pas. Là, tout à coup, nous avons les souffrances du peuple, mais nous n'avons plus les responsables. Nous les perdons. Nous les perdons pendant longtemps. Et donc, une des idées que j'avais depuis longtemps, mais il fallait trouver l'élan, enfin le type d'écriture qui permette, donc pour en revenir à ce que vous me demandiez, d'attraper tout ça, qui puisse attraper à la fois les souffrances du peuple et en même temps les décideurs. Et dans toute la gamme de les seconds couteaux que vous évoquiez, Fiévez ou Le Maire, et puis aussi ceux qui, au finish, ont décidé de tout ça et sont donc responsables de ce qui s'est produit. Donc essayer de trouver un mouvement comme ça au cœur du livre. Et l'autre point concernait Conrad, donc, que j'aime beaucoup, mais
avec lequel j'ai des désaccords politiques, notamment. C'est-à-dire Conrad est un homme qui a vu ces choses. Alors c'est très intéressant, les trois livres. L'un est un journal, l'autre, un avant-poste du progrès, est une sorte de petite nouvelle, au fond. Et puis, bon, vous évoquez le cœur des ténèbres, qui, lui, est presque un roman, enfin une nouvelle importante et capitale. Et on voit comment... d'abord, c'est très intéressant de voir comment Conrad a petit à petit attrapé dans le journal. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il ne parle pas de ce qu'il a vu. C'est vraiment un journal, voilà, à telle heure, en bateau, on est là, il fait tel temps. C'est comme s'il n'avait rien vu. Donc, et on trouve ça aussi dans des... j'ai retrouvé ça dans des journaux de la guerre de 14. Des types qui étaient au front et qui racontent juste, je vais prendre le train à telle heure, je suis de permission là. Rien, aucune douleur, rien. Et puis, dans un avant-poste du progrès, qui est une sorte de Bouvard et Pécuchet au Congo, il prend le ton, puisqu'on parle du ton, il prend ce ton burlesque, et alors il rend ridicule ces petits colonisateurs, là, etc. Mais au fond, on rate vraiment quelque chose, le livre est insatisfaisant. Enfin, Et puis, alors, Au cœur des ténèbres, là, il fait une chose très, très particulière qui est double. D'un côté, une chose que je trouve le plus beau, c'est qu'il parvient dans l'écriture à accroître le phénomène dont je parlais tout à l'heure de distraction. C'est-à-dire que quand on lit Au cœur des ténèbres, enfin, je crois que beaucoup de gens que j'ai interrogés m'ont dit avoir fait la même expérience, on lit, bon, une fois qu'on a croisé les parcs et qu'on est en Afrique, on lit, puis tout à coup, on a oublié ce qu'on avait lu, on a perdu le fil de cette nouvelle, qu'est-ce qu'il raconte? Et quand on revient en arrière, on se rend compte que c'est les choses les pires. Il nous les a racontées d'une manière curieusement mécanique. Il raconte les ombres, le découpage presque, comment dire, cubiste, des formes, des noirs enchevêtrés pris dans leur chaîne, mais il n'y a pas de pathos du tout. Tout ça est très curieux, très technique presque. Le vocabulaire change et on s'y perd et on revient en arrière et on le prend en pleine gueule une seconde fois. Et bon, ça fait un rapport je trouve très singulier à la lecture, qui est une des grandes beautés du livre. Et par contre, j'ai un point de désaccord, je dirais, avec le livre, qui m'a toujours gêné, et qui me gêne d'ailleurs chez Conrad en général, enfin, en dépit de toute l'admiration que j'ai pour lui, qui est qu'en tant que conservateur, et puis même je pense que c'est un truc littéraire profond, le mal est une substance, d'une certaine façon. Le titre même en atteste, c'est-à-dire au fond de la forêt, très loin dans l'ombre, peut-être même dans l'âme des Noirs, au fond, et des sauvages, on ne sait pas, dans l'âme de l'homme en tout cas, je dirais quelques mystères ineffables, qui serait le mal, qui est une théologie vulgaire, qui existe dans le cinéma américain aujourd'hui d'une autre façon, bien moins habile que Conrad, et Conrad s'en sert pour mener son récit jusqu'à ce course qui devrait nous révéler quelque chose, et qui a juste cette bouche en cratère qui hurle l'horreur, bon, à la fin. Et ça, j'ai un point qui me gêne, c'est que le mal n'est pas là. Le mal n'est pas à cet endroit-là. Bien sûr qu'il y a des crimes atroces, mais au fond, il y a des gens qui ont décidé de tout ça, et ça ne suffit pas de nous raconter les parcs au début du livre, qui sont des petites figures comiques, là pour le coup, à la Bouvard et Pécuchet. Donc j'avais envie, mais avec beaucoup de timidité au fond au départ, de me dire, bon merde, d'écrire sur le Congo, il y a eu Conrad, il y a eu d'autres bons écrivains en plus aussi, et puis bon, les essayistes qui s'y étaient affrontés dans le passé, notamment ceux qui ont lutté à ce moment-là. Il y avait les cahiers de la quinzaine de pays, il y a des textes magnifiques sur la colonisation du Congo, très vifs, très intelligents. Bon. Et puis, lié à ce que je disais d'abord, c'est-à-dire cette idée de travailler sur la hiérarchie, tout à coup c'est parti sans que je l'ai vraiment médité avant, de me dire, bah, tiens, au fond, commençons là, avec cette espèce de G8, racontant le lieu d'où vient le mal, et utilisons, comme dirait Guillou, l'ironique et la richesse du pauvre. Allons-y, étrions-les un peu, ceux-là, montrons leur cul de singe que vous citiez tout à l'heure, montrons-les comme des sauvages, c'est-à-dire inversons le cœur des ténèbres. Ils sont assis, ils palabrent, ils font là. Donc allons-y là-dessus, et puis au contraire, après descendons vers l'horreur, et quand nous serons tout au fond de l'horreur, rappelons-nous qu'en fait, ce pauvre Fiévez, venu d'une ferme miteuse de Belgique, essayant de gagner un magot en Afrique, qui a fait couper effectivement énormément de mains, qui est un criminel abominable, au fond du fond n'est rentré avec rien, n'est qu'un pauvre type, comme on en arrête régulièrement, du roi. Et puis au fond, ce type-là, qui l'envoyait? Alors remontons la chaîne rapidement, comme par un flashback final, et rappelons-nous que tout commence entre les petits fours et les tasses de thé. Est-ce qu'on peut Et donc pour finir juste, que le mal n'est donc pas une substance, mais un rapport de force, ni plus ni moins, qu'il n'y a pas de mystère. On peut redire
Alors, moi, je pourrais lire le début, par exemple. Ouais, Lire l'introduction, enfin l'espèce de petit prologue, et puis le premier chapitre. Regarde, ce sont les puissances d'Europe telles que Dieu les a faites, et telles que moi, j'ai épousseté leurs os et tendu leur peau toute blanche. Elles faisaient bien ce qu'elles voulaient de leurs domestiques et de leurs nègres. Eh bien moi, je dispose de leur grande carcasse héroïque, j'en fais ce qui me plaît. Je les ressuscite et je les montre là, comme des singes de cirque, grands singes vainqueurs dans un océan de misère. Et à quoi cela sert? À nous rassasier de chagrin et de fureur. Nous sommes à la conférence de Berlin, en 1884. On se partage l'Afrique et les diplomates nous prêtent pour quelques heures leurs beaux costumes et les inflexions de leur voix. Car on est venu au monde à la fois prince et nègre, à la fois riche et pauvre, oui, riche à millions. Personne n'est venu au monde autrement que de deux manières. On est venu au monde à la fois prince et nègre, et on le sait bien, tout au fond de soi. Regarde, si tu as soif, les rivières viennent à toi. Si tu es affamé, voici le pain amer des hommes, et si on t'a fermé la bouche, ta plaie parle toute seule. La comédie. Les Français s'emmerdaient, les Anglais s'emmerdaient, les Belges, les Allemands, les Portugais, et bien d'autres gouvernements d'Europe s'emmerdaient ferme, et puisque le divertissement, à ce qu'on dit, est une nécessité humaine, et qu'on avait développé une addiction de plus en plus féroce à ce besoin de se divertir, on organisa pour le divertissement de toute l'Europe la plus grande chasse au trésor de tous les temps. 2 ou 3 siècles avant, l'Europe s'était déjà jetée sur le monde une première fois, et dans la grâce de ce premier appétit, le vieux continent s'était donné plusieurs empires outre-mer. Et puis le temps était passé, les peuples avaient pris leur indépendance, et une fois digéré cet échec, l'Europe s'était de nouveau éveillée, reprenant soudain goût à la conquête. Les yeux s'étaient tournés cette fois-ci aux 4 coins de l'horizon, car à présent, on connaissait plus précisément les limites du monde, et c'était à l'intérieur de ces limites qu'on se taillerait une part. Terminer les explorations hasardeuses, les voyages en caravelle, les longues expéditions vers des terres inconnues. Désormais, le télégraphe et la vapeur allaient être les instruments du succès. C'est eux qui, tels des demi-dieux, parcourraient le monde, non plus à la recherche des épices ou de l'or, mais afin que s'accomplisse la promesse, l'ultime transmutation des hommes et de la terre en cette matière ductile et infiniment exploitable que nous connaissons. Le monde entier devint soudain une ressource, ce fut le dernier émerveillement, l'assouvissement de toutes nos soifs. Tout ça se fit d'abord dans le désordre. On ne saurait dire quand la chose commença ou recommença. L'Angleterre avait pris un peu d'avance, les anciens empires se désagrégeaient lentement. On vit toujours entre 2 mondes, entre 2 moments de l'histoire, entre 2 courants qui s'affrontent et ne l'emportent jamais définitivement l'un sur l'autre, comme si nos forces, nos contradictions intérieures luttaient là, devant nous, pour nous offrir le spectacle sanglant de nos démêlés dérisoires. Très vite, le souci de mieux faire s'affirma. Cela valait le coup de s'entendre, on perdrait moins de temps. Or, bizarrement, ce ne furent ni les Français ni les Anglais qui organisèrent l'indispensable négociation qui devait fixer entre les conquérants un code de bonne conduite. Ce fut Bismarck, le chancelier d'un empire tout à fait débutant en la matière, sans expérience coloniale, qui convia 13 des nations les plus déterminées. Celui qui devait donner son nom à une manière d'accommoder le hareng, à un colorant aux propriétés chimiques extraordinaires et au Bismarckia, qui est un bouquet de feuilles au sommet d'une tige fibreuse, autrement dit une sorte de palmier. Lui, en l'honneur de qui seront baptisés un archipel, plusieurs montagnes, une mer et même, ne me demandez pas pourquoi, la capitale du North Dakota, triste état du Midwest des États-Unis, bled comptant à peine plus d'habitants que Bourg-en-Bresse. Celui donc, en l'honneur de qui toutes ces choses allaient prendre ou avaient déjà pris son nom, convia à Berlin la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Portugal, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, la Suède et la Turquie, en plus des innombrables maladies qu'il accompagnait lui-même tous les jours, rhumatisme, colite chronique, brûlure d'estomac, inflammation des veines, insomnie et j'en passe, afin, au nom du Dieu Tout-Puissant, de régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions d'Afrique,
ainsi que le rappellera l'acte final, en date du 26e jour du mois de février 1885, signé par von Bismarck, von der Straten-Pontoise, Henri Sandford, Chaudron de Courcelles, Édouard B. Mallet et 9 autres clampins qui, selon, apposèrent leur calligraphie gothique ou leurs pattes de mouche. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu tant d'États essayer de se mettre d'accord sur une mauvaise action. Il avait fallu bien de la puissance à l'Allemagne et bien de l'habileté à Bismarck pour faire venir tout ce beau monde et ordonner cette conférence. À coup sûr, c'était un acte politique d'envergure. Peut-être parler de la bataille d'Occident. Je peux juste dire un mot, c'est sur ce même principe donc, de récit. Hein, moi, ce qui vraiment a fait que j'ai complètement craqué en fait, pour ces 3 livres, Congo, puis la bataille d'Occident, puis Tristesse de la Terre, c'est une matière d'essai, donc c'est foisonnant d'informations, de documentation, comme vous le disiez au début. Mais ensuite, il y a une façon de le mettre en forme sous une façon. C'est pas des très gros livres, c'est extrêmement nerveux. Et il y a une utilisation de l'écriture que je trouve vraiment fabuleuse. Quand on la compare à d'autres textes, alors que ce soit des essais, que ce soit des romans qui utilisent le même contexte ou la même matière, là il y a un côté incisif, il y a un jeu justement sur l'ironie. Alors c'est flagrant dans Congo, ça l'est peut-être un peu moins pour des raisons, je poserais peut-être une question dans Tristesse de la Terre, puis c'est éclatant dans la bataille d'Occident parce que c'est un sujet terrible, presque autant, si ce n'est plus que le colonialisme brutal incarné par l'infamie la plus immonde qu'ait jamais produit le colonialisme, c'est-à-dire le Congo de Léopold, c'est-à-dire le type qui effectivement coupe les mains dans la forêt des récoltants de caoutchouc, en prétendant qu'il est en train de faire au fond une œuvre presque humanitaire. C'est extraordinaire. Personne n'a osé aller aussi loin que Léopold dans ce domaine. Et là, dans le chemin qui mène... alors, là, il y a des responsables, il y a cette conférence fondatrice. C'est très intéressant la façon dont Guillard, dans la bataille d'Occident, donc la guerre de 14, va traquer des responsabilités possibles, les éléments en fait qui rendent ensuite inexorable cette marche à la guerre. Que d'autres ont montré, mais quand Roger Martin Dugard montre le caractère inexorable de la marche à la guerre, il lui faut 2800 pages. Là, c'est fait en 110 pages et c'est 3 fois plus convaincant. Donc il y a quand même une densité d'écriture. Alors, l'ironie est cinglante. Là, il y a eu un extrait dans Congo. Dans la bataille d'Occident, il y a ça aussi, que l'information est là. Tout ce qui est là, c'est vrai, c'est pas inventé. C'est de l'histoire, mais c'est mis en scène d'une façon où on voit comment les choses vont se télescoper, puis arriver à l'horreur totale. Mais l'horreur totale, comme ça a été mentionné tout à l'heure, qui est par certains acteurs, qui est vue finalement d'une façon assez guillerette, assez entre ceux qui vont pouvoir tester les armements enfin. Et alors, une fois qu'on met bout à bout tous ces éléments où ça parle de la guerre de 14, mais en fait ça parle d'un tas de choses contemporaines, et c'est là qu'il y a vraiment cette astuce et ce vertige en permanence, c'est que c'est du ailleurs et hier qui parle vraiment de ici et maintenant. Et c'est particulièrement saisissant sur la question de la course technologique qui secrète ses propres automatismes, sur les intérêts en fait de financiers ou d'industriels qui ont bien entendu toutes les raisons du monde. Et là, ils font leur métier, quoi, zut. Et leur métier, c'est de fabriquer des armes, donc c'est pas... Il y a la figure de l'expert, justement, qui... Et puis il y a... alors, ce qui est saisissant aussi, moi ça m'a fait aussi cet effet, qui est curieux, qui est rare, c'est... Alors, comme quand dans Proust, qui parle de toute autre chose, mais en fait pas tant que ça, de toute autre chose. Et tout à coup, on s'aperçoit, au bout de 200 pages de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, que Proust est non seulement extrêmement compétent en matière militaire, mais qu'en plus il a une pensée originale, très documentée. Et on se dit, mais Proust, on sait pas. Puis là, je savais pas, Éric Guillard, c'est un expert militaire en fait, parce que tout ce qu'il raconte sur la façon dont la doctrine Schlieffen, en fait, donc le plan d'invasion allemand revu pendant 25 ans, amélioré pendant 25 ans de façon compulsive, obsessionnelle par Schlieffen et ses équipes. Mais c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est l'incarnation d'une façon de voir le monde et qui apparaît là, mais avec
j'en parlais avec Laurent Héninger, qui est un expert des révolutions militaires, que certains d'entre vous connaissent, qui est venu de temps en temps dans la librairie. Il était également sidéré de la justesse et de la précision du travail que fait Éric Vuillard. Et en même temps, il ne nous inflige pas un cours d'histoire militaire. Hein. C'est alerte, c'est drôle. C'est drôle, vous vous rendez compte ? C'est un Randschliffen drôle. C'est quand même... c'est admirable. Quoi. Donc moi, je suis sidéré par ces livres et je pense qu'il faut vraiment lire les trois séances tenantes pour ceux qui ne l'ont pas fait. Hein. C'est indispensable. Est-ce que vous avez le petit livre de Banzoni, l'histoire de la colonne infâme? Non? Parce qu'il y a une citation que j'aime beaucoup et dont je me souviens plus de Chia Chia en ouverture et qui parle, ça me faisait penser du rapport justement au passé, qui dit que on nous dit souvent, c'est une rhétorique assez constante aujourd'hui, on dit oui mais vous vous tournez vers le passé, on porte des jugements sur des choses lointaines, c'est facile, les gens ne pensaient pas pareil, il y a tout un discours comme ça. Et Chia Chia dit l'inverse, et d'une manière qui est très belle, où il dit mais non, pas du tout, le passé revient sans cesse à nous et chaque génération doit d'une certaine façon le réinterpréter, le reprendre, sinon d'une certaine façon les autres nous le prendront. La fausse fixité du passé, c'est une forme un peu différente également dans L'éloge de la fuite, où il insiste sur ce fait que une bonne partie du passé en fait est vraiment vivante en permanence, parce que c'est pas de l'histoire, c'est des gens, et qu'en fait font après, et sans faire justement, là il n'y a pas de choses consubstantielles, c'est pas le bien et le mal, mais c'est de dire non, les gens ont des intérêts. Oui. Alors que Chia Chia n'était pas officiellement un marxiste marxisant, mais il le connaissait très bien. Il dit il y a vraiment des intérêts en jeu, et ces intérêts qui sont poursuivis en 1914 comme aujourd'hui. Et il y a vraiment des choses qui sont impressionnantes. Et sur ce que vous disiez des sentiments qui nous traversent, en écrivant ou en lisant, il y a deux choses qui m'intéressent particulièrement. L'une qui est l'émotion, qui est très décriée, et l'autre qui est l'ironie ou la méchanceté. Qui a à voir avec ce que nous disions à l'instant. Je crois que la méchanceté est très productive en littérature, elle l'a prouvé d'ailleurs. Pour prendre un exemple célèbre, Flaubert, on nous le présente toujours comme la neutralité même. Alors, on se souvient évidemment tous de l'anecdote, il voulait éviter son lyrisme maladif. Alors ses amis lui ont dit, écoute, arrête avec tout ça, prends une petite histoire, tu sais, celle de ce camarade, sa femme l'a trompé, tu te souviens, c'est ridicule. Là, tu t'en tiens aux faits et tu nous emmerdes pas avec les grandes orgues. Et puis il s'y est mis, mais il suffit de lire n'importe quel passage de Madame Bovary, par exemple, le moment, là je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, prenons un des passages, disons, les plus sentimentaux, donc quand Rodolphe embrasse pour la première fois Emma, et la simple description de la blancheur du cou, etc., et d'une méchanceté, l'air de rien, abominable, et c'est très productif, cette méchanceté. Je crois que ça a dégrisé de la, du discours que la bourgeoisie, disons normande, mais peut-être pas seulement normande, se racontait sur elle-même, sur l'amour et sur la sexualité. Il ne cesse de faire ça, sans aller jusqu'au comique que tout le monde connaît, évidemment, qui est une ironie cinglante. Et puis on le voit bien même dans sa correspondance, la haine qu'il a de son sujet. Il ne cesse de s'en plaindre à ses amis, à sa petite amie, en disant « Quelle horreur, ces bourgeois méprisables dont je dois parler pendant encore 100 pages, cette vie ennuyeuse. » Et cette méchanceté a été très fortement produite, parce que par ailleurs, c'est un personnage politiquement inepte, Flaubert, qui vit au premier étage de la baraque en permanence, c'est un type bizarre. Mais je crois que sa haine des siens, en quelque sorte, a été extrêmement productive. C'est sans doute une des choses les plus fortes, ce sentiment, dans sa littérature, hormis évidemment son talent, tout ce qu'on veut, mais c'est générateur, je crois, de son talent. Et il a raison, en plus, à ce moment-là. Il a raison même contre lui, puisque par ailleurs, c'est un conservateur, et l'émotion, je pense que c'est pareil, on peut en trouver d'autres. D'ailleurs, un exemple chez lui, là, quand cette phrase célèbre, qu'elle lui ou pas, peu importe, d'ailleurs, ce Madame Bovary, c'est moi, ne veut pas dire qu'il est Madame Bovary, c'est-à-dire qu'il aurait ses qualités et ses défauts, signifie qu'il s'est mis sur la table avec elle. Quand elle meurt, il meurt un peu. Il raconte d'ailleurs qu'il a vomi toute la nuit après la mort d'Emma. Et ça, c'est très important, parce que je crois que il y aurait toute une chose à dire sur... On a idée que la littérature, c'est l'imagination.
On dit, vous savez, c'est le truc très fréquent, on dit vous êtes écrivain, on répond vous avez une imagination fabuleuse, etc. Les écrivains n'en sont pas très sûrs, et en réalité c'est faux. Le rapport à l'imagination, d'abord c'est une chose très problématique, Sartre a écrit des points très intéressants là-dessus, c'est très problématique. Qu'est-ce que c'est l'imagination? Qu'est-ce qu'on imagine en fait? En réalité je crois qu'on imagine très peu. On se sert, là j'évoquais Madame Bovary, c'est pas un grand livre d'imagination, et je crois pas que Le Rouge et le Noir soit non plus un très grand livre d'imagination. Balzac, Les Illusions perdues, quand on connaît pas Paris et qu'on a 18 ans, on se dit quand même il y va un peu fort, et puis j'imagine que quand on a passé 25 ans dans les milieux littéraires, on finit par se dire qu'il n'avait pas tout à fait tort, ou dans les milieux des banquiers, bon, etc. Et quand on est parfumeur, je dis pas que tous les parfumeurs ont la destinée de César Birotteau, mais on doit quand même y retrouver des choses, quoi. Donc ce qu'il y a d'intéressant chez Balzac, au fond, ce qui vient nous toucher et nous brûler, c'est le rapport à la réalité, ce penchant vers la réalité. Donc je crois que la littérature a à voir avec ça, en fait, très fortement. Alors, juste pour, un peu dans le désordre, on va dire une chose que vous disiez sur les responsabilités dans le livre. À la fin du livre, il y a tout un chapitre un peu tournicotant, comme ça, sur dans la bataille d'Occident, le livre sur la guerre de 14, où en somme, je raconte assez rapidement un certain nombre de vies, d'existences, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des terroristes, hein, des types qui tirent un jour sur un archiduc, un autre sur un banquier, un troisième sur tel ou tel chef d'État, ce qui permet d'ouvrir, je trouve, d'une manière un peu neuve, un peu étonnante, la perspective de l'époque, puisqu'on nous parle toujours de cet attentat de Sarajevo comme s'il avait été isolé, comme s'il y avait eu un attentat. Or, c'est une période qui foisonne d'attentats, c'est-à-dire on s'en prend aux têtes couronnées, aux banquiers, aux puissants, d'une manière compulsive. Et non seulement on s'en prend à eux d'une manière compulsive, mais il se trouve qu'en plus, alors ça permettait de raconter autre chose, ces gens-là, ces terroristes, qui sont après souvent ou mis à mort ou abattus sur le coup, on les ausculte d'une façon qui peut nous rappeler, qui n'est pas sans rapport avec notre façon de regarder le crime aujourd'hui, les profilers, ce genre de choses. À l'époque, on leur ouvrait le crâne, on pesait la cervelle, etc. C'était plus fruste, mais au fond, ça y ressemble. On n'est pas très loin d'une certaine, disons, criminologie américaine ou du cinéma américain qui la reprend à son compte. Et puis, je l'ai pensé un peu comme ce moment dans Les Enfants du Paradis, où, je ne sais pas, pour ceux qui l'ont vu, si vous vous en souvenez, donc il y a Frédéric Lemaître, qui est un acteur, qui joue une mauvaise pièce qui a existé, qui s'appelle, je crois, L'Auberge des Adrets. Et donc, il arrive en retard à la répétition. Il y a 2 auteurs, ils ont écrit à 3 la pièce. Oui, voilà. Les 3 auteurs sont évidemment très énervés, qui l'attendent depuis une demi-heure. Il était avec une copine en train de boire un coup, donc il arrive en retard. Il se met à jouer un peu n'importe comment, à inventer le texte, et là les auteurs lui disent « Vous avez signé un contrat, monsieur, allez-vous vous engager à jouer notre pièce ?» Et lui leur répond « Oui, messieurs, mais à condition qu'elle se laisse faire. » Et après, pendant la première représentation, il va vraiment, en modifier largement le texte, puisqu'il va jusqu'à un moment, un type lui tire dessus, donc dans la pièce il devrait lui tomber, et pardon. Oui, il tire lui-même sur quelqu'un, donc le type tombe, et il lui dit « Mais relève-toi, imbécile, c'est du théâtre, tu n'es pas mort !» Alors l'acteur sait plus quoi faire, qui n'a pas du tout la répartie de Frédéric Lemaître, il se relève, il se retrouve sur scène sans réplique, du coup, et puis donc la pièce s'embrouille complètement, et Frédéric Lemaître, à un moment, l'autre acteur, donc maladroit, se dit « Il faut quand même bien qu'on arrive à la fin de la pièce », donc il a une idée, il se tourne vers lui, il tire dessus, et il lui dit, en gros, que voilà, c'est fini, que son existence de malfrat trouve là son terme. Et là, Frédéric Lemaître, dans un moment comme ça de lyrisme, qu'il a vécu une vie de turpitude et qui paye, etc. Et puis tout à coup, donc au moment de tomber, il se relève, arrête de jouer, il dit « Mais les responsables ne sont pas ceux qu'on croit. Les responsables, je vous les montre du doigt, les voilà. » Et il montre les auteurs. Et à ce moment-là, le rideau tombe, la salle est... Et donc j'avais cette idée, je réfléchissais à ça, et à la fin du livre, je me disais au fond, j'avais parlé déjà des financiers de la guerre, mais pas tellement... J'avais fait récemment, et après avoir parlé de toutes les responsabilités, au fond du fond, il y a cette chose incroyable pendant la guerre de 14 et dans toutes les guerres, que Morgan, donc, en plus je raconte pas toute sa vie, si je racontais celle de son père, ce serait en plus extraordinaire, puis qui s'est enrichi lui, pendant la guerre de sécession en vendant des fusils pourris aux hommes de son propre camp, aux nordistes, donc en principe il aurait dû être
traduit en cours martial, enfin, etc. Or, c'est là que la banque Morgan s'est fondée, banque qui est aujourd'hui en face de Wall Street, à quelques dizaines de mètres. Et donc, cette banque Morgan, pendant la guerre, a eu ce destin fabuleux de prêter de l'argent donc aux puissances, à la France et à l'Angleterre, pour soutenir leur effort de guerre. Et en même temps, Morgan avait des intérêts très importants dans les usines d'armement, si bien qu'au fond, l'argent de Morgan allait en Europe et revenait à Morgan, puisqu'on lui achetait des armes. Et après la guerre, quand les Allemands ont eu une énorme dette de guerre, un des problèmes, puisqu'il n'y a pas seulement le problème soulevé par Keynes, c'est-à-dire la dette allemande ensuite sera trop lourde, du coup ça a provoqué la Seconde Guerre mondiale, il y a le problème que les Allemands, pour rembourser leur dette de guerre, vont donc emprunter de l'argent à Morgan, et cet argent-là, ils vont le reverser aux Français, qui le reversent à Morgan pour rembourser la dette qu'ils ont, qui elle est une autre dette de guerre, disons de pendant la guerre. Donc l'argent fait une sorte de cercle qui passe que par Morgan, et vu qu'on sait très bien ce qui s'est passé économiquement après, l'effondrement à la fois américain, allemand, etc., de toute l'économie mondiale, même à un moment, cet étrange cercle de l'argent, évidemment, c'était une façon de dire les responsables, les voilà, et d'en donner un comme exemple en pâture au lecteur. Est-ce que vous avez des questions pour Elvire? N'hésitez pas. J'ai compris que vous faisiez un peu de cinéma. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur votre expérience cinématographique et le lien avec la littérature, peut-être? Si elle en a? Oui, il y en a sûrement, mais alors, en fait, j'ai réalisé un film, un long métrage qui sort là le 26 novembre, qui est une adaptation d'une nouvelle de Mérimée, Matteo Falcone. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui la connaissent, sans doute. C'est une nouvelle qu'on enseigne à l'école aux gamins, souvent à partir même du collège, en fait, et qui est une nouvelle très dure, puisque bon, voilà, c'est pour ceux qui la connaissent, c'est une nouvelle qui est prise dans un système d'une logique de l'honneur où donc un enfant laissé seul dans une ferme se trouve aux prises avec un homme fugitif qui est chassé, en fait, durant la nouvelle, traqué par des soldats et qui se réfugie dans cette ferme moyennant finance, c'est-à-dire l'enfant prend une pièce, etc. Et puis arrivent ces soldats et l'enfant va céder en fait aux soldats, cet homme qui est caché, pour une montre cette fois-ci, et rentre le père qui, étant un bandit d'honneur corse, évidemment va abattre son fils. Alors cette nouvelle m'avait fait un drôle d'effet, elle est comme les nouvelles de Mérimée souvent, elle a des qualités et des défauts importants, elle a une qualité de concision, Mérimée c'est très économe, il n'y a que l'os, comme ça c'est pas mal de ce côté-là, mais par ailleurs il y a un côté comme dans Carmen, une Andalousie de pacotille, là on a vraiment une Corse. Biancarelli, c'est ça, est venu ici il n'y a pas longtemps. Alors Biancarelli, c'est très intéressant ce qu'il dit sur la Corse, j'y souscris tout à fait, il dit en gros les bandits d'honneur, mon cul quoi. Il y a eu une Corse totalement déstabilisée par la présence française en fait, qui du coup se retrouve avec des hommes très pauvres qui pour vivre deviennent des tueurs à gages en somme. Donc cette logique de l'honneur racontée, cette logique de code qu'on trouve chez d'autres d'ailleurs, alors chez de grands écrivains par ailleurs, je pense à Cadaré. Moi je n'y ai jamais cru. Alors chez Cadaré c'est un mélange très beau de Kafka et disons d'anthropologie comme ça, mais je ne crois pas à ce discours. En réalité aucune société n'est fondée sur une logique de l'honneur implacable. Ce sont des sociétés déstabilisées, misérables, dans lesquelles évidemment le prix du sang devient peu coûteux, en somme. Et là encore, c'est très frappant, l'histoire de la Corse au 19e, Mérimée ne la connaît pas, ne l'utilise pas, il fabrique un folklore, en fait, avec une théologie sans pardon, les Corses sont des Méditerranéens, ils se vengent, la loi de l'hospitalité, etc. Bon. Et enfant, j'avais été heurté par la nouvelle en même temps qu'elle m'avait plu, et je ne savais pas, évidemment, à l'époque, ce qui m'avait heurté, sauf que le mobile donné au père ne me convenait pas, sans doute. Je ne comprenais pas qu'un père puisse tuer son fils, simplement, surtout un enfant si jeune, parce qu'il aurait trahi, en quelque sorte, une logique de l'honneur en livrant un brigand. Enfin, ça me paraissait curieux. Et donc, en me renseignant plus avant sur la Corse, je me suis dit, mais oui, au fond, c'est faux. C'est ça qui ne va pas. Et en même temps, comme cette nouvelle me plaisait, qu'elle avait des qualités tragiques, puisque c'est une nouvelle qui a cette force d'être... c'est la version littéraire du mythe d'Abraham, en somme. Et on sait, depuis Lévi-Strauss, que les mythes sont la somme de toutes leurs versions. Et lui, il va jusqu'au bout, en plus, puisque là, l'enfant est tué. Donc c'est une version, c'est la plus rude. Et de ce point de vue-là, il dit sans doute la vérité, de la pulsion essentielle qui flotte dans le mythe d'Abraham, qui est le rapport père-fils, au fond, plus que le rapport à Dieu, quoi, pour nous, en tout cas modernes. Et donc, ça m'intéressait de raconter cette nouvelle, mais de la dépouiller de son folklore, et finalement de son mobile
mobile. Donc de travailler sur cette tension essentielle qui traverse toutes les versions de ce mythe, qui sont un rapport père-fils problématique, et en la plaçant du côté de l'enfant. C'est-à-dire là où Mérimée la raconte du côté du père, et en justifiant le père, je voulais la raconter comme un cauchemar d'enfant, c'est-à-dire un enfant qui est laissé seul une journée, qui est parfaitement démuni, et qui voit arriver vers lui d'abord un homme blessé, qui lui dit « cache-moi », qui lui jette une pièce, il la prend, bon, et puis ensuite arrive une horde d'hommes armés qui lui disent « t'as vu quelqu'un ?» et lui, fait un peu ce qu'il peut, et puis tout à coup il regarde la montre, et puis là c'est le coup de revoir les enfants, quoi. Il se tourne, il regarde l'endroit où l'autre est caché, et on lui file la montre et il a trahi. Bon. Donc les faits sont là, mais je les ai réinterprétés du côté de l'enfant comme une sorte de terreur qui lui arrive dessus, et en même temps ça me plaisait beaucoup, je crois, une chose là qui n'est pas dans la nouvelle, c'était l'occasion, en la dilatant du coup, de raconter, de filmer ce passage entre l'enfance et l'adolescence, une journée d'un enfant seul, dans la nature, dans une nature justement un peu à la fois très réaliste et étrangement aussi celle d'un conte, c'est-à-dire j'ai voulu que la nature soit en pleine tempête, donc il y a un vent incessant, ce qui est tout à fait crédible, enfin il y a parfois beaucoup de vent, sauf que filmé d'une certaine façon, même très sobrement, le vent dans la nature, le jeu de la lumière et de l'ombre, l'enfant seul dans l'herbe se promenant, font que la nature est à la fois une enveloppe pour lui et inquiétante, qui sont des sentiments qu'on a pu, je pense, tous éprouver enfant, pour ceux qui ont vécu en tout cas à la montagne ou dans des coins isolés. C'est-à-dire donc un rapport à la fois d'attirance et puis de crainte quand même. Et puis en tant que spectateur, évidemment, on projette toujours des choses dessus. Donc voilà ce qui me... Et puis oui, pardon, sur le lien avec la littérature, c'est plus difficile. Je pense qu'il y a un premier lien qui est qu'au fond, la forme narrative que la littérature a fait apparaître dans l'histoire, le cinéma l'a reprise à son compte, et qu'il y a vraiment une proximité très grande de ce côté-là entre littérature et cinéma. C'est pas pour rien qu'il y a eu des rapports d'ailleurs consanguins de beaucoup d'auteurs qui ont été réalisateurs, beaucoup d'adaptations aussi faites par les cinéastes, très, très belles. Enfin, bon, il y a un rapport entre les deux, et puis je pense que la situation de l'écrivain et celle du réalisateur sont très proches. C'est-à-dire que si on enlève le côté qui est une grande différence, industrielle, et le fric dont on a besoin pour faire un film, en somme, ce sont parmi, disons, ce qu'on peut appeler les artistes, pour employer un grand mot, ceux qui n'ont presque pas besoin de formation pour le devenir. N'importe qui d'alphabétisé peut devenir écrivain en droit. Et d'ailleurs, on a Louis Guillou, qui n'est pas diplômé, a écrit des romans absolument somptueux. Giono, fils de cordonnier sans diplôme, a écrit des romans magnifiques, et on en trouverait une pelletée comme ça. Et de la même manière, les cinéastes, on trouve des types qui sont rentrés à Hollywood, par exemple, comme Troufion, qui ont été assistants pendant des années, qui tout à coup réalisent un film, et c'est absolument magnifique. On a toujours pris pour une blague la phrase de Wells qui dit en un quart d'heure, tout ce qu'il y a besoin d'apprendre pour faire du cinéma, on l'apprend en un quart d'heure. C'est pas faux. N'importe qui pourrait très bien, en droit, se dire bon, attendez, donnez-moi du fric, et puis je vais mettre en scène cette histoire. Voilà, il y a 3 comédiens, ben voilà le texte, ils ont qu'à dire ça. D'ailleurs, souvent, on leur fournit un scénario aux réalisateurs. Donc, je crois qu'ils ont ça en commun, et c'est pas un point négligeable, parce que ça les adosse, je crois, à la fonction de citoyen, c'est-à-dire au fait d'être des gens ordinaires. N'importe qui peut le faire. Et je crois que ça me plaît assez. Voilà. Intéressant. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à continuer la discussion avec Éric Vuillard autour d'un verre, à acheter ces 3 livres, à les offrir. Et merci. Ou à me mettre un coup sur la tête. C'est vraiment des cadeaux de Noël idéal. Merci beaucoup. Merci.